Nous sommes donc on the edge. Nous sommes dans une époque formidable où il y a plein d'innovations spectaculaires. Il y a des grandes avancées, notamment dans la santé, des progrès sociaux. On arrive même à réduire l'extrême pauvreté. Mais de l'autre côté, les équilibres se creusent. Quelques chiffres pour vous partager un peu des réflexions. Chaque année, 1/3 de la nourriture produite est jetée, alors qu'une personne sur 9 continue à souffrir de malnutrition. 8 personnes détiennent la même richesse que 50% de la population mondiale. 8 personnes. Si on rajoute à ça des indicateurs démographiques, la population mondiale grandit chaque année de l'équivalent d'un pays comme la France, 80 millions d'habitants en plus sur notre planète chaque année. Et puis également quelques indicateurs sur la raréfaction des ressources. Nous mettons 7 mois à consommer le volume de ressources que la Terre met 1 an à régénérer. Nous sommes dans l'extra-consommation de nos ressources. Voilà, vous l'avez compris, on est de plus en plus nombreux, on a des ressources qui ne sont pas infinies, qu'en plus on gaspille, et les écarts entre les richesses se creusent. Le tableau est assez simple, il faut changer. Yes, we can. Le changement, c'est maintenant. En marche ? Tout le monde est d'accord, c'est super. Et on commence même à prendre conscience que ce changement va devoir passer par nous. Pourtant, ça ne date pas d'hier. Il y avait un monsieur formidable qui a dit, et ce sera ma seule phrase en anglais, « Be the change you want to see in the world ». Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne change pas? On est tous d'accord. Pourquoi on ne change pas plus vite? C'est quoi nos freins? En fait, moi je pense que changer c'est super dur. C'est probablement la chose la plus dure qu'on ait à faire. Et puis en plus, on n'a pas de mode d'emploi. On a la pression, il faut changer, mais on ne sait pas où aller, comment démarrer. Du coup, ce soir, j'ai voulu parler de ces sujets-là avec un regard différent. Déjà, changer de vocabulaire. Ne pas vous parler de changement, mais plutôt parler de reconnexion avec nous-mêmes. Ne pas parler d'empowerment et de superwoman, mais vous parler plutôt d'introspection. J'ai aussi voulu vous partager ma recette personnelle, avec mes 2 ingrédients secrets qui m'ont permis de m'adapter, pour ne pas dire changer. Mes 2 ingrédients secrets, liberté et responsabilité. Ils ne sont pas très secrets, mais c'est pas grave. Souvent, on pense que ces 2 forces s'opposent. Et moi, au contraire, je pense que quand on les met l'une avec l'autre, quand on les aide à cohabiter ensemble, elles forment une puissance extrêmement importante qui est le terreau de notre mise en mouvement, de notre action. La liberté nous permet de bouger, de sortir du cadre, et la responsabilité nous permet d'avancer dans une direction, de construire. En tout cas, moi, ce sont les 2 forces qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont nourri et qui m'ont même, à mon insu, fait arriver là où j'en suis. Je dis à mon insu parce que c'est en préparant ce TED que je me suis rendu compte du lien entre cette image, le parcours que j'ai fait et là où je suis aujourd'hui. Je suis née dans un petit village gaulois, en Bretagne donc, où, contrairement aux idées reçues, le passe-temps favori n'est pas de chasser le sanglier, mais de partir en mer. Ce bateau, et beaucoup d'autres avant, et quelques autres après, c'est un peu ma 2e maison. Ce que j'aime quand je suis comme ça sur ce bateau, c'est que je me sens extrêmement libre. Libre de voguer au gré du vent, libre de découvrir des endroits inconnus, libre d'observer le paysage, libre du temps long que nous offre le bateau, et libre aussi de lâcher prise, parce que de toute façon, en bateau, c'est jamais vraiment vous qui décidez. Mais sur cette image, je suis un peu concentrée quand même, car il y a des grosses vagues derrière moi. Je suis responsable. Je suis responsable parce que je dois faire face aux éléments. Je dois passer au-delà de la tempête. Je dois décider d'une route.
On doit décider d'une route, puisque je n'étais pas toute seule, je vous rassure. C'est mon aventurier qui était avant moi. Moi, je n'ai pas fait d'aventure extraordinaire. Je lui ai laissé, en fait, raconter. En vrai, j'ai fait des trucs incroyables, mais bon, on ne pouvait pas dire la même chose. Donc, voilà, on est responsable de nos gestes, de nos décisions. Et puis, on est aussi responsable de la vie à bord. Parce que quand on traverse l'Atlantique, il n'y a pas d'arrêt à la buvette. Il faut gérer la nourriture, l'eau, la bonne entente à bord du bateau. Donc voilà, c'est une expérience que je voulais vous partager de ce que m'a appris la vie en mer. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai perpétué tout au long de ma vie. J'ai toujours privilégié ce rapport entre la liberté et la responsabilité. La liberté parce que je n'avais pas envie de suivre le cursus des grandes écoles, j'ai préféré apprendre sur le terrain. Parce que quand Paris m'a semblé oppressant, j'ai été m'installer dans un petit village au cœur de la Provence, au plus près de la nature. La liberté aussi parce que j'ai préféré embarquer dans des entreprises à taille humaine plutôt que de sillonner les couloirs des grandes entreprises. Mais j'ai toujours été responsable. J'ai toujours été engagée dans mon autonomie, mon indépendance. Chaque projet que j'ai mené avec ambition. J'avais envie que ça me fasse grandir et avancer. J'ai souvent dit grandir. J'ai beaucoup grandi dans ma vie, c'est pour ça. Je suis très grande. En tout cas, quand j'arrive au bout du chemin, je me rends compte que j'ai juste mené un parcours qui me ressemble, à mon rythme, où j'ai su privilégier ma vie de famille, ma qualité de vie et mon épanouissement professionnel. Et je vais vous faire une petite confidence. C'est pas très TEDx, mais j'ai jamais cherché un sens à ma vie, parce que ma vie est pleine de sens au quotidien, de mon sens. Et dans mon parcours, évidemment, j'ai confronté ma vision avec d'autres. Donc j'ai des gens qui ont associé la liberté avec le pouvoir et l'enrichissement. Mais quelque part aussi, au fond d'eux, ils ne voient plus les chaînes et les contraintes qu'ils ont acceptées en contrepartie. Ou à l'inverse, j'ai aussi rencontré des gens qui voulaient sortir du système, qui rejettent le système. Souvent, je les ai trouvés un peu prisonniers d'une vision dogmatique qu'ils avaient, même parfois en colère de ce système qu'ils rejetaient pourtant. N'est donc pas libre qui le pense. Et la liberté, en réalité, c'est bien fragile à manier. Parce que la liberté, il faut la chercher à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. En rejoignant Spark News, j'ai la grande chance de mettre au quotidien, de mettre en avant des gens très simples, des gens très libres et très responsables qui trouvent des solutions aux grands enjeux du monde. Ce sont des gens ordinaires qui ont mis toutes leurs expériences, leur énergie pour améliorer le monde qui les entoure. Ce sont des gens qui œuvrent pour qu'il y ait une meilleure diversité dans nos sociétés, qui réduisent la consommation de nos ressources, qui préservent notre biodiversité, qui favorisent l'accès à la santé, à l'éducation, à l'énergie, qui boostent l'économie circulaire dont on a tant besoin. Ce sont des gens, qu'ils viennent de pays développés ou en voie de développement, qui ont un point commun. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas renoncé. Ils ont pris la liberté d'agir à leur échelle et ils se sont responsabilisés pour que leurs actions aient des résultats et de l'impact. Et croyez-moi, ils ont réussi. Ces personnes-là, elles sont admirables pour deux raisons. La première, c'est qu'elles nous montrent déjà que des solutions très simples peuvent être apportées aux grands problèmes. Et la seconde, qui est très puissante pour nous, c'est qu'elles écrivent une nouvelle histoire, un nouveau récit d'un monde qui, j'espère, nous l'espérons, donnera envie à tout le monde d'agir. Parce que si on y regarde d'un peu plus près, pourquoi on arrive ? Est-ce que le récit actuel vous donne envie d'agir ? Moi, j'ai souvent l'impression qu'il nous décourage, qu'il nous emprisonne. Ce récit actuel, c'est quoi ? Ce sont malheureusement les médias, malgré le développement salvateur du journalisme de solution, qui continuent à mettre à la une de leurs journaux les catastrophes, les problèmes. Ce sont aussi les paroles en colère des militants qui nous responsabilisent sur nos modes de vie. Et puis ce sont les propos rassurants des grands patrons qui nous expliquent qu'ils ont tout compris, mais qui continuent à diriger leurs entreprises par le profit court terme et les dividendes. Il y a un gros brouhaha du coup sur ce récit. Et puis en plus, à l'intérieur de ce récit, il y a des questions essentielles qui sont clivantes. Vous êtes pour ou contre le nucléaire ? La voiture électrique, c'est une innovation de dingue ou c'est la prochaine crise écologique ?
Est-ce que le bio va permettre à tous d'avoir une alimentation durable ? C'est pas simple de trouver la voie, le chemin pour avancer, parce que le récit n'est pas simple. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On attend. On attend que les gouvernements fassent. On attend que les scientifiques ou les chercheurs trouvent des solutions. On attend que les empires s'écroulent ou on attend que d'autres empires naissent. Et c'est pour ça que c'est si important pour nous de mettre en avant ces acteurs de changement, parce qu'ils nous transmettent leur liberté d'agir à notre échelle. Ils nous transmettent la liberté de ne pas avoir peur des petits pas. Et ils nous responsabilisent parce qu'ils créent ces nouveaux modèles économiques qui sont viables et qui sont possibles. En réalité, ce sont eux que nous devrions suivre. Ce sont eux qu'on devrait stariser, à l'exact opposé des grands géants qui nous assènent régulièrement la superpuissance, la réussite financière. Imaginez par exemple qu'à la une des journaux, on parle du docteur Gamal Albin Saïd. C'est un jeune médecin indonésien qui, à l'âge de 25 ans, en avait marre de voir des enfants mourir de diarrhée dans ses bras parce qu'ils n'avaient pas eu accès aux soins suffisamment tôt. Il a une idée assez simple et assez puissante. Il a créé The Garbage Clinical Insurance, un système où les patients payent leurs consultations en sacs de déchets. Il résout plusieurs problèmes. Déjà, il permet d'accéder à la santé. Il permet de donner une valeur à du déchet, puisque lui revalorise le déchet derrière en le mettant dans les centres de tri. Et donc, il permet de réduire les déchets, de réduire la pollution par les déchets. Gamal ne s'arrête pas là, il soigne des milliers de personnes autour de lui et il lance maintenant des programmes de santé, de e-santé, en connectant des praticiens de la santé avec des villages qui sont des déserts médicaux. C'était simple, il fallait y penser, il l'a fait. Parlons maintenant de Frank Hoffmann. Frank Hoffmann est un médecin allemand, gynécologue allemand, qui a découvert que les femmes non-voyantes pouvaient détecter des tumeurs, des cancers du sein par la palpation 2 fois plus tôt qu'un généraliste normal. Il forme les femmes non-voyantes, il leur donne un emploi, il sauve des vies et il réduit le coût de la santé. C'est pas magnifique ? Discovering Hands, le nom de son entreprise, est né en Allemagne. Elle a été répliquée en Inde, en Colombie, en Autriche et bientôt en France. Une femme, une Sandra. Elle est anglaise, elle a cette idée géniale de placer dans les sous-sols des immeubles ces tanks, ces réservoirs, ces containers. Les containers récupèrent tous les déchets organiques de l'immeuble et les transforment par méthanisation en eau et en électricité. Seab Energy, c'est une révolution industrielle en soi. Ça permet d'éviter le déplacement de déchets. Ces containers peuvent générer 1000 tonnes de déchets par an. Ça permet donc d'éviter le transport de déchets, ça permet d'autonomiser en énergie ces immeubles et ça permet aussi d'apporter de l'énergie dans des lieux qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas électrifiés. Sandra Sasso a développé son entreprise dans 13 pays. Un entrepreneur un peu plus près de chez nous, peut-être certains le connaissent, Emri Jacquia. Emri a racheté la Camif. Je ne sais pas si vous connaissez la Camif, entreprise de vente de mobilier par correspondance. La Camif avait un peu raté le virage du digital. Emri a racheté cette entreprise 1 euro symbolique au tribunal de commerce de Niort. Il retrouve une entreprise exsangue, avec plus tellement d'énergie positive, et il décide de redresser cette entreprise en mettant au cœur de l'entreprise des valeurs qui lui sont chères. Il s'engage à ne pas réduire les emplois, ne pas licencier, garder les emplois sur le territoire. Il s'engage à ne vendre que des produits made in France. Il va faire la tournée des fabricants de mobilier. Il leur apprend à faire des meubles à base d'économie circulaire, donc en recyclant des déchets. Et il, en plus, fait de la pédagogie à ses consommateurs, puisqu'il propose à ses consommateurs d'acheter des biens les plus près de chez eux, au bon prix, au juste prix. La Camif fête ses 10 ans cette année. Ils font 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils luttent contre des géants de la vente par Internet. Et il a 400 000 clients, dont 2 tiers de nouveaux clients, des clients, des consommateurs qui ont été sensibles à l'approche d'Emri de transformer le consommateur en consommateur. Et ça, c'est hyper important, parce que justement, il a réussi à transformer des actes de consommation.
Donc, imaginez si toutes ces personnes étaient dans le quotidien de vos journaux autour de vous. Ils pourraient nous nourrir avec leur modèle, ils pourraient nous donner envie d'agir parce qu'ils nous apportent une créativité, une ingéniosité. Ils ont transformé des problèmes en solutions. Et finalement, ils nous permettent à tous de trouver des nouveaux modèles dans nos façons d'être. Est-ce que ça vous donne plus envie d'agir que d'entendre que la Terre va mal? Moi, oui. Et je vous rassure, pour agir, vous n'avez pas besoin de changer de vie, vous n'avez pas besoin de trouver l'idée du siècle. Vous pouvez tous agir à votre échelle. Si vous êtes étudiant, allez challenger les entreprises avec lesquelles vous passez des entretiens et demandez aux entreprises qu'est-ce qu'ils font pour la planète et pour l'homme. Vous verrez, au bout de 2-3 entretiens, les gens en face de vous vont changer. Ils vont avoir trouvé des choses à dire, en tout cas. Si vous êtes salarié, ne claquez pas la porte de votre entreprise. Vous la connaissez mieux que personne. Au contraire, essayez de voir autour de vous comment vous pouvez transformer votre job au quotidien, le rendre plus inclusif, plus respectueux de l'environnement. Allez embarquer les gens autour de vous. Allez parler à vos managers, à vos RH, proposer des idées. Si vous êtes patron ou investisseur, alors là c'est tranquille, vous faites un séminaire ouvert et vous revoyez tout simplement le modèle économique de votre entreprise en intégrant à l'intérieur l'impact social et environnemental que vous allez mettre. Pas à côté, pas dans une fondation, à l'intérieur du business. Si vous êtes aucun de ces 3 cas-là, vous êtes des consommateurs, vous avez un pouvoir, le pouvoir de votre achat, de votre acte d'achat. Vous pouvez décider de consommer des fruits et des légumes de saison. Vous pouvez décider d'acheter quand vous en avez besoin et pas quand le marketing vous insuffle et vous dit d'aller acheter parce que c'est le Black Friday. Vous pouvez aussi agir en tant que citoyen, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, en décidant de diffuser ces histoires libres et ces histoires responsables, en décidant que toutes ces histoires, c'est votre quotidien. Vous avez envie de lire ça, vous avez envie de partager ça à vos réseaux. Vous êtes un média vous-même, ne l'oubliez pas. Donc faites grandir ces histoires et diffusez-les. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous sens peut-être prêt à partir en bateau. Mais avant de hisser la grand voile, on va faire un dernier petit tour de météo. Une petite réflexion que je vous laisse pour vous, quand vous aurez le temps. Mais posez-vous cette question. Suis-je libre ? Suis-je libre de consommer à la hauteur de mes besoins et de mes envies raisonnables ? Suis-je libre de réussir sans desservir mon bonheur et mon équilibre ? Suis-je responsable ? Est-ce que je contribue réellement aux causes qui m'intéressent, qui me tiennent à cœur ? Suis-je responsable car mon combat ne dépend que de moi ? Je m'engage moi et mes convictions. Je vous souhaite un très bon vent à tous. Merci beaucoup.